Les élections européennes ont lieu ce dimanche en France. Les Français sont donc appelés à élire les députés qui les représenteront au Parlement européen. Et l'enjeu de ces élections européennes est assez colossal. On va voir ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. En voix off, sans la caméra aujourd'hui, je serai de retour avec la caméra toute la semaine prochaine. Bon, déjà, avant toute chose, revenons un petit peu sur le fonctionnement de ces élections. Une petite piqûre de rappel ne fera jamais de mal. Premièrement, je le disais en introduction, les élections européennes qui ont lieu tous les 5 ans, elles permettent d'élire les 720 eurodéputés en Europe qui vont donc siéger au Parlement européen à Strasbourg. Ces élections, elles ont lieu du 6 au 9 juin, donc elles ont déjà débuté dans certains pays. Ça dépend donc des pays de l'Union européenne. Et donc 360 millions d'Européens sont appelés à voter. Chaque pays a un nombre de députés différents au Parlement européen. Ça dépend tout simplement de la taille de la population des différents pays. En France, on a 80 députés qui vont siéger pour les prochaines années. Alors contrairement à l'élection présidentielle, il faut quand même le rappeler, là c'est une élection en un seul tour, donc le seul vote pour la France c'est ce dimanche. Et on ne vote pas pour une personne, on vote en fait pour une liste. Sur ces listes, il y a une tête de liste, donc c'est le nom qui apparaît en premier. C'est aussi les personnalités que vous avez pu voir éventuellement lors de débats ces derniers jours. Et ensuite, il y a des dizaines d'autres noms. C'est 81 noms en fait par liste qui correspondent aux 81 eurodéputés français qui vont siéger au Parlement européen. Si vous voulez connaître les différentes listes candidates, on a fait des posts directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Decrypt, mais ce qu'il faut savoir c'est que tous les grands partis politiques ont évidemment une liste, et après, eh bien, il y a d'autres partis moins connus qui ont des listes, puisque en tout, on a tout simplement 38 listes candidates. On a présenté ces 38 listes directement sur notre compte Instagram. Alors, je l'ai dit, c'est une élection en un tour, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les listes qui obtiennent moins de 5% des suffrages lors de cette élection dimanche, elles sont éliminées, et les autres listes, donc les listes qui ont plus de 5% des suffrages, elles vont se répartir les 81 sièges de façon proportionnelle au score qu'ils ont obtenu. Donc là-dessus, c'est très facile à comprendre. Plus une liste a un score important, plus elle aura de députés au Parlement européen, tout simplement. Bon, autre chose à savoir au passage, une fois qu'ils sont élus, les députés, ils ne siègent pas par pays, mais ils siègent en fait par groupe politique. Et en gros, un groupe politique, c'est tout simplement un groupement de députés qui partagent les mêmes opinions. Et donc, typiquement, les socialistes qui sont élus en France éventuellement dimanche, ils vont rejoindre les socialistes des autres pays européens pour siéger ensemble donc au Parlement européen. Bon, ça c'est donc sur le fonctionnement de l'élection, sachant que le Parlement européen a un rôle extrêmement important. Avec la Commission européenne, c'est l'autre organe important de l'Union européenne. C'est notamment le Parlement européen, évidemment, qui va voter les lois, mais pas que, il a aussi un rôle de contrôle par rapport à la Commission européenne. A noter que certains pays ont déjà voté, c'est le cas par exemple des Pays-Bas, les Pays-Bas qui ont voté ce jeudi, et il y a eu des sondages qui ont été faits à la sortie des urnes. Donc en gros, c'est des électeurs qui ont été interrogés à la sortie des urnes. En l'occurrence, selon ces sondages, donc ça reste à confirmer, mais c'est la coalition de gauche et des écologistes qui est arrivée en tête, juste devant celle d'extrême droite du PVV. Ça veut donc dire, typiquement ici, que c'est la liste de gauche qui aura le plus d'eurodéputés néerlandais au Parlement européen. Bon allez, on avance. Quels sont donc les enjeux cette année pour cette élection? En fait, la principale question, c'est de savoir si les citoyens européens veulent donner plus ou moins de pouvoir à l'Union européenne, et notamment sur des sujets économiques, environnementaux, de défense ou autres. En effet, on est dans un contexte où on assiste à une montée de partis de droite radicale ou alors d'extrême droite selon les pays. Des partis qui sont davantage favorables à l'idée souvent de réduire les pouvoirs de l'Union européenne pour que chaque pays en quelque sorte ait davantage de pouvoir à l'échelle nationale. C'est des partis qui sont souvent en tête des intentions de vote dans 9 pays de l'Union européenne. On peut parler de la France avec le Rassemblement national, de l'Italie avec le parti Fratelli d'Italia. On peut aussi citer l'Allemagne ou encore le Portugal où des partis situés à l'extrême droite se classent deuxième ou troisième dans les intentions de vote. En gros, on estime que c'est près de 2 tiers de l'Union européenne qui est concernée par cette potentielle poussée de l'extrême droite. Alors concrètement, quelles sont les thématiques prioritaires pour cette élection? Et bien en fait, c'est celles qui sont liées directement à l'Union européenne. Et selon la plupart des sondages, notamment le sondage Eurobaromètre du Parlement européen qui a été publié fin 2023, la principale préoccupation des Européens pour cette élection, c'est le pouvoir d'achat et la lutte contre la pauvreté. En effet, les politiques économiques et sociales de l'Union européenne, comme la régulation des prix de l'énergie, ou alors les questions de croissance économique, ou alors des questions de salaire minimum, ce sont des mesures qui peuvent se jouer à l'échelle européenne. La deuxième préoccupation majeure, évidemment, c'est la défense, avec ce contexte de la guerre en Ukraine. Ces élections européennes, elles sont importantes parce qu'elles vont permettre de voir dans quelle mesure le Parlement européen qui en ressort sera favorable à davantage ou moins d'aide pour l'Ukraine. Et encore, là on parle que de l'Ukraine, mais on peut aussi parler notamment de la question de la création d'une réelle armée européenne. Ça fait des années que c'est quelque chose qui est en discussion. Et de la même façon, au-delà de l'Europe, il y a aussi des enjeux
enjeux internationaux. On peut penser à la situation à Gaza en ce moment. Le troisième thème, il concerne l'immigration. Le Parlement européen a adopté en avril dernier ce qu'on appelle le pacte asile et migration. C'est un texte qui vise en fait à réformer et à harmoniser les politiques d'asile et de migration au sein des pays européens. Je vous la fais courte, mais il y a notamment un enjeu de solidarité entre les pays et d'améliorer l'efficacité des procédures. C'est donc un sujet évidemment qu'il faudra observer. Et enfin, dernière thématique, et vraiment pas des moindres, c'est la question de l'écologie. Il y a 5 ans, lors des dernières élections européennes, il faut savoir qu'il y avait eu une percée des écologistes, avec de nombreux députés écologistes qui avaient été élus. Dans la foulée d'ailleurs, il y avait eu le pacte vert pour l'Europe. Vous en avez peut-être entendu parler, il s'appelle aussi parfois le Green Deal, qui a pour objectif de faire en sorte que l'Union européenne atteigne la neutralité climatique en 2050. Et la neutralité climatique, c'est le fait d'équilibrer les émissions de gaz à effet de serre pour qu'elles soient égales ou inférieures aux émissions qui sont éliminées par l'absorption naturelle de la planète. Là-dessus donc, bien entendu, il faudra observer le score des partis écologistes. Voilà donc pour ces enjeux qui sont extrêmement importants. Pour savoir maintenant les programmes des différentes listes, pour savoir d'ailleurs quelles sont les listes au départ, pour savoir aussi où est votre bureau de vote et comment aller voter. Sur notre compte Instagram qui est Hugo Décrypte, vous avez tout un tas de contenus pour vous aider justement à comprendre tout ça et à faire tout simplement votre choix. Le nom du compte, du coup, je vous le donne maintenant, c'est Hugo Décrypte, vous le connaissez. N'hésitez pas à vous abonner, je sais, mais c'est pas encore le cas. Ça pourrait vous être donc extrêmement utile. Et je le dis au passage, dimanche, je serai en direct à la fois sur YouTube, mais aussi directement sur TikTok pour suivre cette soirée électorale. C'est très simple, on va suivre les résultats ensemble. Vous pourrez les découvrir avec moi à 20h, on les affichera à 20h pile. Et de la même façon, on suivra les réactions des différents partis, etc. Donc n'hésitez pas, ça se passera sur cette même chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner là aussi à cette chaîne YouTube, jamais c'est pas encore le cas. Allez, je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La France va fournir des avions de chasse Mirage 2005 à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre face à la Russie. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ce jeudi soir lors d'une interview sur TF1 et France 2. Ces avions permettront à l'Ukraine, je cite, de protéger son sol et son espace aérien selon le président. Le Mirage 2005, c'est un avion de chasse français produit par le groupe Dassault qui a peu à peu été remplacé au sein de l'armée française par un autre modèle, le Rafale. L'armée de l'air française dispose donc aujourd'hui de 40 Mirages, mais on ne sait pas encore combien d'entre eux vont être livrés à l'Ukraine. Les pilotes ukrainiens seront formés en France et le président espère pouvoir envoyer les premiers avions dans le courant de l'année. De son côté, le porte-parole du gouvernement russe a réagi à cette annonce ce vendredi en estimant que la France était, je cite, prête à participer directement au conflit. Autre info concernant l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en France à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Normandie et en a profité pour prononcer un discours ce vendredi devant l'Assemblée nationale. Il a notamment remercié la France pour l'aide qu'elle apporte à l'Ukraine en déclarant aussi que le président russe Vladimir Poutine était, je cite, l'anti-Europe. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a reçu dans l'après-midi le président ukrainien à l'Elysée où ils ont signé plusieurs accords avec à la clé 650 millions d'euros de dons et de prêts accordés à l'Ukraine pour notamment soutenir les infrastructures énergétiques visées par la Russie. Deuxième actu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prononcera un discours devant le Congrès américain à Washington, l'équivalent du Parlement en France, le 24 juillet prochain. C'est ce qu'ont affirmé ce jeudi des sources parlementaires. Dans leur lettre d'invitation, les 4 leaders parlementaires de la Chambre des représentants et du Sénat se sont dit, je cite, avec l'État d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Cette annonce intervient alors que le président américain Joe Biden a publiquement déclaré son opposition à une offensive terrestre de grande ampleur à Rafah, la principale ville du sud de Gaza où se trouvent de nombreux réfugiés palestiniens. Cette déclaration avait notamment froissé certains de ses opposants qui l'accusent de lâcher Israël alors que les États-Unis sont son principal soutien. D'ailleurs, concernant la guerre à Gaza, Oussama Hamdan, un haut responsable du Hamas, a déclaré ce jeudi que le plan présenté par Joe Biden la semaine dernière ne constituait pas, je cite, une nouvelle proposition en vue d'un accord avec Israël pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages. En fait, le président américain avait annoncé le 31 mai dernier les grandes lignes d'un nouveau plan proposé selon lui par Israël, sauf que donc selon ce responsable du Hamas, il ne s'agit, je cite, que de mots prononcés dans un discours par Joe Biden. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Troisième actu, 3 navires de guerre russes et un sous-marin à propulsion nucléaire vont arriver au large de Cuba, un pays situé dans les Caraïbes, dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le ministère cubain des Affaires étrangères ce jeudi. Selon le communiqué, aucun de ces navires ne transporte d'armes nucléaires. Alors un responsable
américain a notamment affirmé que les États-Unis ne considéraient pas l'arrivée d'un petit nombre d'avions et de navires comme une menace, mais a prévenu tout de même que la marine américaine surveillerait ces exercices. Cette annonce, elle survient dans un contexte de montée des tensions entre la Russie et les États-Unis. Moins de 48 heures avant l'annonce, le président russe Vladimir Poutine avait menacé de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les Occidentaux si les pays occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée. Il faut savoir que la Russie et Cuba possèdent des liens forts depuis l'époque de l'Union soviétique, alors que Cuba est placé sous un embargo des États-Unis depuis 1962, un embargo qui empêche notamment les entreprises américaines de faire du commerce avec Cuba. Quatrième actu, et ça concerne la guerre au Soudan, un pays d'Afrique du Nord-Est. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné ce jeudi l'attaque menée par un groupe paramilitaire contre un village dans le pays qui aurait fait plus de 100 morts. En fait, depuis avril 2023, le Soudan fait face à une guerre entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et le groupe paramilitaire des FSR, dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo, considéré comme le numéro 2 du pays et qui cherche à prendre le pouvoir. Et c'est donc ce groupe paramilitaire des FSR qui aurait mené l'attaque selon un comité de résistance. Il faut savoir que les deux camps ont déjà été accusés de crimes de guerre et les FSR ont déjà par le passé attaqué des villages. En un peu plus d'un an, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et certaines estimations décomptent jusqu'à 150 000 victimes selon l'émissaire américain pour le Soudan. On en avait fait une vidéo, je vous mets le lien en description. Cinquième actu, en France, une personne seule est considérée comme riche à partir de 3 860 € par mois après impôt, selon la dernière étude de l'Observatoire des inégalités publiée ce mercredi. Au total, 4,7 millions de Français sont donc riches, selon les calculs de l'organisation qui se base sur les données de l'INSEE de 2021. C'est l'équivalent de 7,4% de la population, soit moins qu'en 2011, où l'on recensait 5,5 millions de riches dans le pays, un record sur les dernières années. Je vous mets le lien de l'étude en description. On termine avec cette actu. À 50 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, les anneaux olympiques ont été posés cette nuit sur la Tour Eiffel. Et c'était une sacrée prouesse technique. 2 immenses grues ont levé les 5 anneaux, qui pèsent 30 tonnes, sont actuellement accrochés entre le premier et le deuxième étage à plus de 70 mètres de haut. En tout cas, si vous êtes parisien ou que vous passez à Paris cet été, vous pourrez les admirer jusqu'au 8 septembre, date de la fin des Jeux paralympiques. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Dimanche du coup pour suivre les élections européennes, ça se passe directement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer les notifications. Rendez-vous aussi sur Instagram pour bien suivre les différents comparatifs de programmes, etc. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à dimanche pour cette élection.